On sait l'âge qui est recommandé. J'en ai une collection de montres moches. C'est un enfer ton machin. T'as pas un mode d'emploi? Non, ça c'est un coup bas. Ça c'est un coup bas. Bonjour à tous, je suis Baudouin Vanesse et vous êtes sur le premier épisode de Time Crunch. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Sébastien Cholmontet qui est entre autres directeur marketing et innovation chez Sellita mais aussi le fondateur de la marque Albichorn. Sébastien, comment vas-tu? Bien, merci. Le concept, juste pour l'expliquer à tout le monde, est très simple. On a ici une horloge pour enfants qui fonctionne et qui en plus a une petite particularité de sonner les quarts de façon très précise comme on peut l'admirer. En première partie d'interview, je vais démonter cette horloge-là. Et en deuxième partie d'interview, tu seras chronométré. Tu devras remonter l'horloge tout en répondant à des questions de culture horlogère. C'est bon pour moi. Première question, tu portes quoi au poignet? Une Albichorn, forcément. Voilà. Trop simple. Elle est trop facile. Voilà. Trop facile. C'est la type 10, donc l'ancêtre imaginaire du type 20 de l'armée française, en version Sylval, donc qui est le nom d'une forêt près du Albichorn, justement. Donc cadran vert. Magnifique. Voilà. T'es docteur en droit. Absolument. Maintenant, t'es directeur marketing et innovation chez Sellita. Comme je disais en introduction, t'es aussi le fondateur de la marque Albichorn. Comment tu t'es retrouvé dans l'horlogerie? Alors, je vais essayer de la faire assez courte. J'ai toujours aimé l'horlogerie, je dirais passionnément. Donc, depuis assez petit, je vais pas raconter l'histoire que chacun raconte, que je démontais des réveils et que je savais pas les rassembler, mais c'était pas très loin. Ouais. Donc, je me suis intéressé très intensivement à l'horlogerie assez jeune, disons vers 10-12 ans. Après, voilà, j'ai poursuivi mon cursus universitaire assez classique. J'ai aussi fait un brevet d'avocat et à ce moment-là, je fabriquais déjà des montres, je brevetais des idées. Oui, je brevetais aussi des idées, mais je travaillais en cabinet et j'ai été en fait après voilà un de nos gros clients. Il y avait l'histoire du Swatch Group à l'époque qui décidait d'arrêter de livrer des ébauches à ses clients en somme. Ouais. Et puis j'étais dans un grand cabinet zurichois et on a eu comme mandat de défendre justement une de ces sociétés. Ouais. Qui a été particulièrement impactée. Et comme je m'y connaissais, entre guillemets, en mouvement mécanique, j'ai fait partie de l'équipe. Bon, Sébastien, c'est pour toi. C'est ça. Voici entre le autres, dossier. on était nombreux, mais voilà, je comprenais ce que c'était qu'une ébauche, les enjeux, l'histoire. Donc, je connaissais bien les aspects. Et de fil en aiguille, j'ai fini par travailler pour cette société qui s'appelle La Joux-Perret, où j'étais responsable du dev pendant 10 ans. On l'a relancé en Arnold Denson, dont j'étais responsable, également Angelus, dont j'étais responsable. Magnifique. Et puis après, j'ai passé chez Sellita, où je fais à 98% du dev et à 2% du marketing, parce qu'on fait du B2B, donc l'aspect marketing est comme assez restreint. Ouais, c'est aller voir les clients. C'est aller voir les clients et proposer plutôt des concepts tailor-made. Et là, justement, l'amour de l'histoire, la compréhension aussi de l'histoire des marques aide beaucoup à venir avec des concepts qui ont un sens pour nos clients. Ouais. On a contacté plusieurs de tes proches. Voilà. Pour te poser des questions. L'une de ces personnes, c'est une personne que tu connais assez bien parce que tu as lancé en tout cas le premier modèle avec lui, oui. William Masséna. Et écoute, il y a une petite question pour toi. Salut Sébastien. Ma question est simple. Si c'était encore à refaire, tu ferais encore du droit avant de faire les montres ou quelque chose d'autre? Question vachement importante. Ouais. Est-ce que tu t'es déjà dit... J'ai perdu du temps, en fait, quelque part. Qui te sert aujourd'hui, j'imagine? Non, ça me sert toujours dans la vie de tous les jours. Ouais. Puis on vit dans un monde de plus en plus compliqué de ce point de vue-là, avec une densité normative qui ne cesse de grandir. C'est toujours une question difficile que je me suis quand même posée. Je pense que j'ai hésité au niveau des études à faire architecte ou ingénieur, donc ça n'a pas été voilà. Attends, comment on passe d'architecte ingénieur à avocat? Enfin, il y a eu plusieurs réflexions, si je la fais très courte. Architecte, je me suis dit que les meilleurs architectes au monde font des projets réellement intéressants. Et je me dis, les chances statistiques de faire partie de ceux-là étant assez minimes, et comme je ne voulais pas faire des chalets suisses ou des niches pour chiens, je me suis dit, le droit, on a toujours besoin de juristes moyennement talentueux, et on trouve toujours un poste à faire quelque chose. Donc, en fait, c'était un choix un peu stratégique en me disant, on a toujours besoin de juristes, alors que des architectes, on a besoin que de très très bons architectes. J'ai réalisé plus tard que des très bons avocats, on en avait aussi de temps en temps besoin, mais globalement, il y a une demande, et ça m'intéressait de comprendre comment fonctionne le système, la société, les lois. J'étais quand même intéressé par ça, mais j'étais aussi très dans la mécanique générale. J'aimais la physique à l'école, j'avais fait beaucoup de mathématiques aussi, donc j'étais attiré un peu par les deux. Mais l'architecture me plaisait plus à cause de l'aspect création. Après, le droit, ça me paraissait très abordable, sympathique. Ouais. Tu ne me retes les pièces pour pouvoir les remettre. Tu te démerdes. Okay. Faut que tu regardes. Moi, je fais un seul truc. Moi, on fait chacun deux trucs. Moi, je te pose des questions et j'essaie de démonter sans en foutre partout. D'accord. Et j'essaie au moins bien de les organiser. Je vois ça. Tu parlais justement des différentes questions que tu as pu te poser. Ouais. Il y a quand même, quand on regarde un petit peu tout ce que tu as fait, que ça soit un peu dans ton parcours, il y a quand même ce côté assez créatif. Ouais. Ça vient d'où? Ça, je sais pas. Mais c'est vrai que c'est ce qui m'a, moi, fasciné dans l'horlogerie. C'était que c'est ce mélange à la fois de l'histoire qui m'a toujours intéressé, du côté technique,
cette espèce de microcosme qui a une vie propre. Une fois qu'on remonte sa montre, elle vit sans toi, sans moi. Enfin, elle vit sa vie. Et puis après, l'aspect esthétique, c'est-à-dire on reconnaît chaque époque. Les montres art déco m'ont beaucoup fasciné. La Reverso, c'était un de mes premiers grands amours de horloger. Mais à l'époque, c'était vraiment c'était nerd. C'est-à-dire moi aussi à l'université, personne s'intéressait. C'était en 95. Personne s'intéressait au fait que j'ai une Reverso. Enfin, c'était pour les gens, c'était bizarre. Une montre de polo, alors quelqu'un qui joue pas au polo. Je faisais même pas du cheval, même pas du poney. Enfin, il y avait pas de background. C'est du vélo. Il y avait pas de background des caisses, quoi. Donc moi, j'étais fasciné. Puis bon, après, à un moment donné, c'est en l'achetant, en fait, à l'autre bout du monde, que je me suis dit, mais en fait, je suis vaudois, lausannois. Toutes ces manufs, elles sont autour de chez moi. Ouais. Et c'est là que j'ai commencé, en fait, à faire le tour des manufs, à appeler. Voilà, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas trop les emails, donc on appelait les gens et j'étais fort bien reçu dans la plupart des maisons. J'ai rencontré des créateurs indépendants, dont Vianney Alter, qui m'a reçu plusieurs fois et c'était un moment inoubliable. Il m'a joué du piano et tout ça, montré son avion. Après, ça m'a quand même pas interrompu dans mon cursus universitaire. C'est ça, t'étais lancé dedans. Voilà. J'ai mes études et mon hobby. Voilà, c'est ça. Après, j'ai fait quand même quelques montres et tout ça. On avait une petite marque avec des amis qui s'appelle Ultima à l'époque. Et puis voilà, qu'on faisait à côté. On a fait quelques chronographes et autres. C'était tout petit. Mais voilà, j'ai commencé à apprendre qu'est-ce que ça veut dire faire une boîte, dessiner. Et puis après, de fil en aiguille, de plus en plus, je suis rentré dans vraiment la mécanique avec des complications additionnelles et à réinterpréter des classiques. Le rabbit hole de... C'est ça. Et voilà. Mais j'ai pendant longtemps cru qu'au fond, je resterais avocat, mais que je ferais ça à côté, jusqu'à ce qu'on m'offre la possibilité de... Le métier d'avocat a quand même ceci de fascinant, c'est la diversité des clients et des univers. Moi, je travaille beaucoup aussi dans le monde industriel, donc l'achat et la vente de sociétés, mais lorsqu'on achète, on doit comprendre tout un segment d'activité, comprendre les risques. Et ça, c'était fascinant. Quand on est très jeune, on est envoyé quelques mois, ou des fois, pas des mois, mais ce sont des semaines pour faire des due diligence, on discute, ça prend du temps. Mais en final, on devient spécialiste globalement de la branche d'activité. Voilà. Donc, il faut comprendre, en tant qu'avocat, comprendre le risque inhérent à une activité, comprendre le risque aussi du produit vis-à-vis du consommateur, dans les process, dans quel pays c'est fait, quelle législation. Donc, au bout d'un moment, on devient un peu un spécialiste de quel produit vous utilisez. L'horlogerie, il y a aussi ce petit côté, en fait, des poupées russes, plus on peut infiniment se perdre. D'une certaine manière, ton cursus est un peu hors norme. Un petit peu. Je t'ai fait une pause amicale, du coup, de William Masséna, qui était plutôt audio. Là, on va accueillir quelqu'un que tu connais très bien, qui est ton actuel patron, Miguel Garcia. Vas-y. Non, je déconne. Ce serait temps, mais ça m'aurait fait encore... Ça aurait été trop drôle. Ouais. Mais par contre, il a une question pour toi. Miguel Garcia? Ouais. Ah bah ça m'étonne sur le coup. Et la question est la suivante. Qu'as-tu trouvé chez Sellita que tu n'avais pas découvert auparavant? Alors, beaucoup de choses. J'ai appris beaucoup chez Sellita. D'abord, à faire du volume. Ouais. Que t'avais moins chez la Joux-Perret. À la Joux-Perret, c'était des micro-séries, c'était pour chaque, on réinventait à peu près la société tous les deux Bâle. À l'époque, on avait encore Baselworld, on avait 5 ou 6 nouveautés à Bâle, on les fabriquait 2-3 ans, à part des grands classiques qui étaient les rattrapantes et les foudroyantes, chez nous, et les tourbillons. Tout le reste, on réinventait la roue tout le temps. Donc, on vivait dans une urgence qui était créativement intéressante, mais qui était aussi difficile. Et on vivait vraiment le haut et les bas. On n'avait pas ce fonds de commerce, je dirais, cette stabilité de chez Sellita, mais on n'avait non plus pas cet impact sur le marché. Pour prendre l'exemple du successeur au SV200, ça va changer la donne pour beaucoup de gens. Parce que c'est la base de calibre de l'horlogerie pour beaucoup de marques. Et quand nous, on change les specs, alors notamment 65 heures de 38, quand on change pas mal d'autres, tout en restant dans un prix, je dirais, contenu, ça change la vie pour beaucoup de gens. Alors que quand chez la Joux, on s'éclatait sur un triple rétrograde ou avec un tourbillon dans les deux, c'était sympathique, on en faisait 150, on était tous très fiers, on limait à la main. Et j'ai appris ce que ça demandait comme investissement, comme moyen et comme rigueur chez Sellita pour fabriquer ce nombre de ce volume-là, dans cette qualité-là. Ce que tu m'avais expliqué dans le podcast, c'est que vous avez un niveau de personnalisation dans les mouvements qui est fou. C'est-à-dire que je peux avoir un SW200 complètement personnalisé. Oui. Et t'as une marque concurrente qui pourra aussi avoir un SW200, mais ils vont pas du tout se ressembler. Oui. Faut essayer de faire l'exercice mental, de se dire, d'un point de vue industriel, c'est énorme. Oui, mais ce qui est un petit peu compliqué des fois avec les mouvements Sellita, c'est que les gens font des comparaisons de montres à des prix différents et trouvent en somme scandaleux que le même mouvement se retrouve dans les mêmes montres. Ce qu'ils ne savent pas parce qu'on le communique déjà pas, donc l'erreur Qu'est-ce que tu fais? Je le communique pas, mais c'est que on peut déjà choisir pour un SV200 entre 4 qualités d'assortiment, donc de précision, et ensuite de ça, on vient rajouter toute forme de décoration. Et même à l'Inca Block, on peut choisir entre un Inca Block et un Novodiac. Donc quand on additionne toutes ces choses et qu'on décide d'être dans du COSC, qu'on décide de tout décorer, qu'on décide on multiplie le prix d'un mouvement. Donc quelque part, on peut pas se fier à dire un SV200 est un SV200. On n'a aucune idée en somme
Ça définit génériquement dans quelle catégorie de mouvement on est, mais on n'a aucune idée si c'est une Porsche Turbo ou pas, si c'est la version, voilà. Globalement, on sait qu'on a une certaine géométrie, un encombrement, je dirais, mais ensuite, ce qu'on retrouve dans cet encombrement, la qualité des composants, est-ce qu'ils ont été décorés, est-ce qu'ils sont passés au contrôle officiel des chronomètres, donc le COSC, on n'en sait rien. À propos de mouvement, on va plutôt parler d'une personne qui fait des toutes petites séries. Oui. J'ai une question pour toi. Salut Sébastien, c'est Raoul. J'espère que tu vas bien. J'ai toujours été surpris et impressionné de toute la connaissance que tu as dans plein de domaines différents liés à l'horlogerie. Et d'ailleurs, c'est toujours un grand plaisir d'échanger avec toi sur ce sujet. Et je voulais juste savoir si tu n'as jamais été tenté ou eu l'envie d'apprendre le métier d'horloger. Donc c'est Raoul Pages, donc un horloger indépendant pour ceux qui ne le connaissent pas. C'est une excellente question. Si, Tom, quand même. D'abord, je connais mes limites, disons, je suis gaucher, mais au sens propre, au sens figuré du terme. On verra ça tout à l'heure sur cette horloge pour enfants. Mais si, c'est une excellente question. Longtemps, ça m'a manqué, mais j'ai fait plusieurs cours avec Paul Gerber, un horloger aussi de l'Académie des Indépendants, qui est un très bon ami à moi à Zurich. Donc, j'ai quand même mis la main à la pâte. Voilà, il a pleuré. Il a pleuré, moi aussi. Disons que depuis lors, j'ai encore plus de respect, je dirais, pour les gens qui sont à l'établi. Ouais. Mais donc oui, j'ai quand même, il y a quelques années, fait plusieurs de ces cours c'est pas une formation d'horloger, mais ça prend quand même. Ça te donne les bases. Ça donne les bases, mais on a été jusqu'à la décoration, faire des courbes terminales sur des spiraux. Donc, comme j'avais l'avantage d'avoir une bonne connaissance théorique, on a pu pas mal attaquer la pratique. Et ce qu'il y avait d'intéressant, c'est qu'on se rend compte de l'infinie complexité. On était en avance sur le cours, donc on l'a fait avec Paul, et on était un peu ambitieux. L'autre étant Joali, il avait des bonnes connaissances manuelles, et on s'est dit, on va bassiner la raquette. Toute belle, vraiment du haut de gamme, du Voutilainen. Donc, on était parti là-dedans. Donc, mon collègue, qui est horloger, il va à fond la caisse, il finit presque le truc, et tout à coup, ça fait bing. Donc, on a cassé, presque 1h30 de travail, et Paul vient vers moi, il me dit, Sébastien, toute mon plaisant pris au jeu. Je me dis, c'est l'occasion vu qu'il vient de se mettre dans le mur, moi, je vais la faire parfaite. 10 minutes plus tard, j'ai pas su m'arrêter non plus. Et donc, ça a aussi fait bing. Donc, j'avais quelque chose de parfaitement arrondi, parfaitement dans la géométrie plus ou moins voulue, mais qui ne faisait plus office de raquette parce que ça s'est rompu à sa base. C'est ça. Et ça, c'est des moments où tu te sens seul. On se sent seul, mais on m'a toujours dit que le meilleur est l'ennemi du bien. Donc, on se rend compte de l'infinie complexité pour arriver à un niveau acceptable. Donc, j'ai compris qu'il faudrait que je me canalise beaucoup dans mon enthousiasme pour être d'abord à un bon niveau. Il faudra encore des années d'expérience, mais savoir s'arrêter, savoir avoir vraiment le geste juste. Tu collectionnes? Énormément, passionnément. Maladivement. Voilà. Oui, maladivement, avec culpabilité. Après l'achat. Voilà, c'est ça. Il paraît que tu as un peu de tout dans ta collection, et pour ça, j'ai encore une autre pause amicale d'une personne que tu connais très bien, Fabien Colliou, qui est designer. Salut Sébastien. Ma question pour toi est la suivante. Quelle est la montre que tu trouves la plus moche dans ta collection? Et si tu la trouves moche, pourquoi tu la gardes? On a des débats sans fin avec donc Fabien est quelqu'un à qui je dois beaucoup. On travaille ensemble chez Arnold, chez Angelus, et il a finalement rejoint Sellita plus tardivement, et on a construit Albisson ensemble. Enfin, globalement, moi voulant, lui disant non. Donc en fait, notre jeu habituel, c'est je viens avec une idée d'une nuit assez courte, et la première chose, c'est lui qui secoue la tête avec un café à la main et fait c'est trop nerd, c'est trop ceci. Donc on trouve une juste balance, parce que moi c'est jamais assez nerd. Donc la plupart des montres que j'aime bien, en moyenne, il les trouve moches. Mais c'est une excellente question, parce que depuis le début, je me suis astreint à acheter des montres en essayant d'avoir pas de jugement esthétique. L'idée à la base était de dire, je veux posséder dans ma collection des éléments qui représentent l'entier de l'histoire. Indépendamment, est-ce que j'aime les montres de 1915 qui ressemblent à des montres de poche avec des cadrans en porcelaine, en émail, ou est-ce que j'aime les années 70? Notamment, j'ai acheté beaucoup d'années 70 il y a 15-20 ans, je trouvais ça atroce. Aujourd'hui, c'est mon époque préférée. Mais pendant longtemps, j'avais une caisse avec des Zénicar dedans, je ne les regardais pas. Et pourquoi tu les as achetés? Mais parce que c'était important dans l'histoire de l'horlogerie. Ouais, tu voulais avoir des montres sur toutes les périodes. J'ai acheté des chronographes d'âme, jamais en ayant l'ambition de les porter. Ça tirait tellement bien. Absolument, je suis très filigrane. Mais non, j'ai toujours essayé d'être, dans une certaine mesure, objectif. Et j'ai aussi fait une erreur en tant que collectionneur. J'avais cette obsession technique de posséder, c'est stupide, c'est une idée d'un enfant de 16 ans, enfin d'un jeune homme de 16 ans, tous les calibres. Donc, j'ai fait l'erreur souvent de prendre le calibre, dans son exécution, le design le moins réussi, donc le moins cher,
Donc, au lieu d'acheter directement une Speedmaster pour avoir un 321, d'acheter un équivalent Lemania ou d'acheter, voilà, que les Lemania font des chronos très très beaux, hein, c'est pas ce que je veux dire, mais c'est clair que et ce sera peut-être un petit débat à avoir, c'est qu'en somme, les montres qui valent quelque chose aujourd'hui, les Daytona, c'est pas à cause du Valjoux 72 qui l'équipe, c'est parce que c'est une Daytona. Ouais. Et donc, quand on veut son premier 72, de se dire, je vais prendre une marque improbable dans une boîte plaquée or avec un cadran un peu bariolé parce qu'elle est la moins chère, il y a une raison, c'est que dans notre perspective d'aujourd'hui, c'est la moins attractive. Et moi, c'était plutôt l'idée, avec les moyens qui étaient les miens, d'avoir, j'ai tous les Vénus, j'ai tous les Valjoux. Et ça, j'ai collectionné longtemps comme ça. Ça, je m'en suis libéré il y a quelques années. J'ai compris qu'il y avait... T'as fait tout un travail psychologique. Voilà, j'ai fait un travail. Mais du coup, c'est laquelle? Si tu dois en prendre une. J'en ai une collection de montres moches. non, mais parce que j'ai pêché pendant des années, donc j'ai beaucoup de chronographes, quelques centaines de chronographes quand même. Donc, dans les plus moches, je dois avoir, j'aime beaucoup le mouvement Tenor d'Early fait avec Dubois des Pras. C'était le plus petit chronographe automatique de son temps. Ouais. Et il a des compteurs totalement asymétriques parce qu'ils les ont mis globalement où ils pouvaient les mettre. Hein. C'était sur un mouvement braque, ils ont fait faillite ensuite. Et ils ont fait une espèce de petit chronographe patatoïde avec des compteurs dans tous les sens. Ouais. Et c'est pas très beau. Ça a été vendu sur plusieurs marques, dont Kellec. C'est très très laid en fait. Ok. Il existe une version digitale avec heure minute digitale, ça j'adore, tout le monde trouve ça très laid, ça c'est culte aujourd'hui, ça vaut aussi quelque chose, les gens les recherchent, disons ça vaut toujours rien, mais les gens les recherchent. Okay. Mais la version qui est pas digitale, qui est juste Quasimodo horlogère avec aucune symétrie, mais vraiment l'ingénieur qui a réussi à convaincre toute la direction que c'était très laid, mais techniquement c'était imbattable. Et c'est resté unique par un layout qui n'a aucun sens. J'en ai plusieurs et je suis extrêmement attaché, mais je ne l'ai jamais porté. J'ai une question pour toi qui vient de Nathalie Marielloni, qui est vice-directrice au MIH, justement on en parlait. Ouais. Je te laisse écouter. Salut Sébastien, c'est Nathalie. Je me demandais si tu avais commencé de collectionner directement les montres ou si tu avais commencé de collectionner toute autre chose. Alors, les timbres? Non. Non, les machines à coudre. Les machines à coudre. En fonte. T'as une Singer? Oui, je les avais toutes. Je les ai stockées chez ma maman qui, à un moment donné, a demandé grâce à pouvoir les donner à Emmaüs. C'était très difficile pour moi, mais je trouvais ça incroyable. Ça se trouvait dans des opus pour rien. Elles sont en fonte, elles sont peintes avec avec du bois autour. Je trouvais ça incroyable et ça me fascinait. J'avais 10 ans. Ça me fascinait d'abord de voir comment ça fonctionne, de mettre, et de cette mécanique de précision qui n'avait plus aucune valeur, et on sentait que c'était des objets qui avaient été chéris parce qu'ils étaient peints, ils étaient dans des coffrets en bois magnifiques. Tout à fait. On sentait que c'était vraiment des objets de valeur, et j'arrivais peut-être pas à le dire dans ces mots quand j'avais 10 ans, mais ça avait quelque chose qui me brisait le cœur de voir ça à la palue, pour 15 francs, quoi. Et alors j'en ai pas eu des centaines, mais j'ai dû en avoir, 6-7 dans ma chambre à coucher. Oui. Voilà. Et j'ai jamais fait de couture, d'ailleurs, je m'intéresse nullement à la couture. Mais c'était juste l'objet que je trouvais cool. L'objet, je trouvais fascinant, ouais. Mais après, la première montre que j'ai achetée, c'était aussi au puce, et c'était pour offrir à ma maman, et ça, je m'en rappelle. C'était une petite Omega Dame, que j'avais payé 10 francs. C'était toutes mes économies. Par contre, ce que j'avais sous-estimé, c'est qu'il fallait la faire réviser. Et ça, c'était un long périple où d'autres adultes m'ont aidé pour que je puisse un jour la remettre à ma maman qui l'a toujours. Et j'avais pas compris que l'entretien d'une montre, c'était quelque chose de... C'est un autre budget. C'est un autre budget que l'acquisition, ouais. À propos de montres, d'horloges à très fort budget, on passait dans la deuxième partie. C'est à partir de quel âge? Tous les âges. Tous les âges. Écoute, c'est l'horlogerie, c'est passionnel. Bon. Tu penses la remonter en combien de temps? C'est vraiment difficile à dire. Ouais. J'espère en moins de 5 minutes. Écoute, t'es le premier, c'est toi qui vas poser le temps de référence. À partir de là, je te demande pas d'être certifié COSC et de me donner minutes, non, mais il n'y a pas l'air d'avoir de réglage possible à part la longueur du... Mais non, mais par contre, tu peux me donner un peu plus que ça. Tu peux me dire 5 minutes et 35 secondes, plus, moins... Allez, je vais essayer de faire en, je sais pas, 3 minutes et demie. Parce que, attention... C'est ambitieux, peut-être. Hein. Si tu fais en 3 minutes et demie, si tu fais plus, t'as perdu et t'auras un gage. Ouais. Ok, bah écoute, alors on a essayé 3 minutes et demie. Tu me dis quand t'es prêt. Bah écoute, je suis prêt. C'est parti. Est-ce que tu peux me dire quelle complication fait sonner les heures, les quarts et les minutes? Ah, la répétition minute. Quelle complication permet à une frotteuse d'une montre mécanique de ne bouger qu'une fois par seconde? La seconde morte. Magnifique. Quelle complication, à ta place je ne mettrai pas ça en premier, quelle complication permet au mécanisme d'échapper à l'attraction de la Terre? Soi-disant, le tourbillon. Un tourbillon, tout à fait. Quel est l'inventeur du quantième perpétuel? Louis Cottier, Abraham Louis Breguet, Ferdinand Berthoud ou Jean-Antoine Lépine? Ah, horrible, on devrait savoir ça. Redis-moi les noms. Louis Cottier, Abraham Louis Breguet,
Jean-Antoine Lépine ou Ferdinand Berthoud? Pas Berthoud. Breguet en a fait, mais est-ce qu'il était l'inventeur? Je dis pas. Redis-moi encore parce que donc Berthoud. Ah là, ça fait peur. Louis Cotier? Non, surtout pas, c'est les années 30, ouais. Ok. Breguet? Il en a fait, mais c'était probablement pas le premier. Lépine Ouais. ou Berthoud? Allez, vas-y pour Berthoud, mais ça me paraît bizarre, c'est un chronométrie, donc c'est Lépine. Allez, Lépine. Tout à fait, bonne réponse. Quelle est la montre qui intègre le plus de complications? La Jaeger-LeCoultre Ibris Mechanica à grande sonnerie, la Patek Philippe Grandmaster Chime 6300G ou la Vacheron Constantin Berkeley grande complication? La Vacheron. Tout à fait. Comment appelle-t-on les premières montres de poche automatiques? Les montres de poche à vibration, les montres de poche à secousse ou les montres de poche à saut régulier? Là, j'étais concentré sur... C'est un enfer ton machin. T'as pas un mode d'emploi? Si, mais c'est un joker. Non, mais alors on va essayer de faire 100. Tu peux déjà, hop, mettre ça là. Redis-moi ta question. Les montres de poche automatiques, leur premier nom c'était quoi? Montre de poche à vibration, à secousse ou À secousse. saut? Magnifique. C'est galère, bordel. Ah, je devrais pas être vulgaire comme ça. C'est pas grave. Attends, il y a l'histoire de la sonnerie. Qui est là, exactement. Ok. Celle-là, elle doit faire fonctionner la sonnerie et doit prendre l'information au centre. Attends, là, il y a la roue d'échappement. Voilà. Par contre, je dois afficher le temps. Donc ça faut que ça... Alors du coup. Ah, il manque quelque chose Regarde, ici non. pour que ça pivote. Il faut un pivot. Ah non, ça peut tourner dedans. Il faut juste que je mette la verte entre On est les à deux. 100 minutes. Ouais, C'est que dessus. j'attaque sans systématique, c'est ça mon Parfait, problème. parfait. Et après, il faut réussir à remettre le cadran. Ouais. Et tu vois, t'as des petites encoches Ah ouais. à respecter. Ça répond à la question de Raoul de pourquoi je n'ai pas... C'est galère, hein? C'est assez galère, ouais. Au moins, c'est bien. C'est le temps de référence. Mais là, il faudrait... À mon avis, il faut pouvoir mettre quelque chose derrière pour que cette roue, elle tienne, non? Laquelle? Ici. Non. Normalement, elle touche pas le sol. Ah, ok. Tu penses sortir combien d'autres modèles Albichorn? En moyenne, 1 tous les 6 mois. Ok, quand même. Voir un peu... Voilà, ça dépend aussi un petit Ouais, peu... ça fait 2 par an. C'est ça, parce que c'est un peu aussi ma com est basée... Ah, maintenant, je vois où est le problème. Après, des variations, donc vraiment des tout nouveaux modèles avec des nouvelles histoires. Ok. Et en plus, peut-être des variantes de produits existants. Ça, tu peux mettre ça. Parce que j'ai toujours un peu des nouvelles idées pour faire évoluer les produits. Mais mon but est avant tout de faire des classiques. Ça se veut niche et c'est censé être des montres pour des collectionneurs, des gens qui cherchent quelque chose d'un peu différent. Donc, j'essaie pas de faire des modèles qui peuvent plaire. D'abord, je fais avant tout les montres que j'ai envie d'avoir moi-même. Non, ça, c'est un coup bas. Ça, c'est un coup bas. Ah là 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 là. Alors, attends. Normalement, ça devrait être facile à remettre. Ouais, ça devrait. D'abord la noire. Et après, Après, la... la verte. Mais avant, j'étais bien et maintenant, je suis nouveau en collision avec mon barillet. C'est ça qui me... Bon. Non, la Ah. verte. Et après, tu mets la... Ouais, après, là, t'as raison, pour l'entraînement de la sonnerie. Et je mets ça, c'est parfait. Ok. On sait l'âge qui est recommandé. Je dirais 5-6 ans. C'est un peu ce que je craignais. Non, c'est l'autre côté. Alors... Dès voilà, que t'as voilà. mis l'encre, non. Et Faut maintenant, que je tu vais tourner, retournes. je vais tourner ça. Et pour avoir le pivote. Attention, on est à 10 minutes 26. Ah, c'est déprimant. Mais, Ah, tiens, hop, le balancier. Enfin, le pendule, je veux dire. Hop. Donc, on va le sécuriser. Attention. Il reste encore. Et alors maintenant, il faut attacher les aiguilles aussi. bah oui, si Et puis la remontée. on remonte un coup. On voit s'il y a de l'amplitude. Il faut juste suffire d'aider. Et après, fais tourner les aiguilles pour voir si ça marche. Magnifique. Ah, ça sonne l'écart. 11 minutes. Le temps de référence. C'est les Paralympiques de l'horlogerie, là. C'est ça. Mais tu t'en es super bien sorti, hein. Sur ces belles paroles. Sébastien, merci beaucoup. Merci à toi. C'est un À plaisir. bientôt.